Ben oui, effectivement, c'était super intéressant, les présentations. On enchaîne tout de suite avec le prochain bloc, en fait, de communication libre. Les communications libres, c'est l'initiative d'étudiants et d'étudiantes qui ont répondu à l'appel d'offres, l'appel de communication, excusez-moi, par leur propre chef. Donc, je passe tout de suite la parole à Éric Pinault qui va modérer ce bloc-là. Oui, bien, merci beaucoup, Andréane. Merci de me passer la parole. Je vais faire vite car nous avons donc un léger retard. Alors, c'est donc des communications qui ont été soumises. Donc, c'est vraiment merci beaucoup aux personnes qui ont fait ces soumissions. Et on va commencer avec Morgane Pellerin, candidate à la maîtrise en sciences de l'environnement. Donc, l'action collective pour le design, pour l'autonomie, pour favoriser la justice alimentaire, sociale et environnementale. Donc, Morgane, je te laisse prendre le contrôle de l'écran pour ta présentation de 10 minutes environ. Oui, merci pour l'intro. Donc, je vais partager mon écran. Vous voyez bien ma présentation? Ça s'en vient. Oui. Oui. Parfait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche sur laquelle j'ai travaillé dans le cadre de ma maîtrise. Donc, le cas expérimental, en fait, sur lequel porte ma recherche, il est situé dans le quartier montréalais de Pointe-Saint-Charles et plus précisément au bâtiment 7, qualifié de fabrique d'autonomie collective. Donc, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, il s'agit en fait d'un ancien bâtiment ferroviaire qui a été reconverti par la population pour en faire un moteur de transformation culturelle, sociale, politique, économique, puis environnementale. Donc, il y a une première phase qui a ouvert ses portes en 2018, qui comprend entre autres des ateliers collaboratifs, l'épicerie autogérée Le Détour, un café microbrasserie, puis des espaces consacrés à l'agriculture urbaine à l'extérieur. Donc, rapidement, Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier où il y a une importante partie des résidents qui sont confrontés à des enjeux liés à une défavorisation économique et sociale, puis à l'insécurité alimentaire. Puis, face à cette situation-là, il y a un nombre important d'organismes puis de collectifs qui se concertent pour proposer des initiatives qui, elles, viennent s'inscrire dans un processus de sécurisation alimentaire. Puis, parmi ces initiatives, il y a la Fermette qui, elle, a pour vision d'accroître l'autonomie alimentaire de Pointe-Saint-Charles par un projet d'agriculture urbaine alternatif, écologique et solidaire au bâtiment 7 qui contribuerait au déploiement d'un véritable système alimentaire de quartier. Donc, elle est portée par le comité Fermette, qui lui réunit l'épicerie autogérée Le Détour qui est située au bâtiment 7, l'organisme Le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles. Donc ça, c'est un organisme qui est vraiment ancré dans le quartier depuis une cinquantaine d'années, qui prend vraiment l'éducation populaire, qui a des cuisines collectives, une épicerie solidaire, puis déjà des jardins collectifs. Il y a aussi le collectif 7 à nous qui est porteur du bâtiment 7. La Corporation de développement communautaire Action Gardien qui fait le lien entre 25 ou 26 organismes, puis des citoyens, citoyennes et étudiants. Donc, en lien, puisque j'adopte en fait une logique inductive, en lien avec le contexte empirique de ma recherche, je mobilise 3 concepts clés qui sont l'autonomie, le commun, puis la justice alimentaire à partir d'une approche pluridisciplinaire qui rejoint en fait certaines préoccupations communes à la justice environnementale puis à la justice sociale. Et pour faire le lien entre ces concepts-là, puis les intégrer à ma recherche, je croise l'approche du développement territorial qui est mobilisée en géographie principalement à celle du design pour l'autonomie qui est proposée par Arturo Escobar. Puis le croisement de ces 2 approches-là, ça m'a permis en fait d'analyser le processus itératif de l'action collective locale, tout en mettant l'accent sur le développement de formes communales d'autonomie par la création de relations d'interdépendance au sein de projets de vie. Donc l'approche, ça présuppose en fait que chaque communauté pratique elle-même le design indépendamment de savoir expert par les organisations qu'elle va créer, les relations sociales, ses pratiques, puis ses relations à l'environnement. Puis, en ce qui concerne les cas de design au sein de communautés, le but du processus, c'est vu comme étant le renforcement de leur autonomie. Donc, ici, on voit quelques principes que l'approche met de l'avant,
comme l'auto-organisation, les communs, le projet de vie, le territoire, la relationnalité, puis la durabilité. Donc, c'est là que je fais un lien avec le cas de ma recherche. En fait, je me demande dans quelle mesure une initiative collective par le design pour l'autonomie peut favoriser la justice alimentaire, sociale, puis environnementale. Pour mener mon étude de cas, j'ai eu l'occasion de m'impliquer principalement au sein du comité Fermet, puis dans d'autres cercles et comités au bâtiment 7, puis aussi à l'échelle du quartier en sécurité alimentaire entre l'automne 2019 puis l'été 2020, à travers une démarche qui se veut engagée et participative. J'ai tenu un journal de bord pour documenter mes observations et j'ai réalisé principalement des entrevues semi-dirigées auprès des membres du comité Fermet. Donc maintenant, je vais présenter 3 éléments qui ressortent de mes résultats puis de mon analyse. Donc, l'initiative collective par le design pour l'autonomie, elle favorise un accès en fait à des ressources agricoles. Donc, ça se fait d'abord par une réappropriation territoriale. Puis là, on pense à la longue lutte qu'il y a eu pour l'appropriation du bâtiment 7 par la collectivité. Puis aussi, il y a eu beaucoup de mobilisation pour que le lot 5, qui est un terrain situé juste au sud, soit racheté par la ville pour y développer une parcelle productive. Donc, on parle d'un processus social d'organisation, de production, de distribution, puis de mise en commun aussi, soit autour des espaces de production, des équipements de transformation alimentaire, puis des aliments qui sont produits. Puis, ce qui est important de considérer, c'est que l'accès aux ressources agricoles, qui est une dimension importante de la justice alimentaire, bien, ça ne dépend pas seulement de la présence de ces ressources-là, mais finalement de tout un système de relations spatiales puis sociales pour assurer qu'il y ait en quelque sorte un droit d'accès. Donc, les résultats de ma recherche, ça met aussi en lumière le potentiel de la Fermet pour venir consolider le système alimentaire de quartier en développant une offre complémentaire aux initiatives qui sont déjà existantes puis qui agissent en concertation. Donc, par exemple, en rendant accessibles des équipements de production puis de transformation à des initiatives existantes, en diversifiant les moyens d'implication pour la population, puis en écoulant une partie de la production alimentaire dans des épiceries de quartier par la création d'un éventuel réseau de distribution. Donc, pour reformuler, bien, le droit d'accès aux ressources qui sont produites, c'est favorisé par la création de relations au sein d'un système alimentaire de quartier que l'initiative a le potentiel de venir consolider et, ce faisant, bien, de contribuer à la justice alimentaire. Et ensuite, l'initiative, elle a aussi le potentiel de, elle lutte contre les inégalités structurelles, c'est-à-dire que l'organisation de la Fermet en tant qu'espace de reproduction sociale, ça permet à la collectivité aussi de prendre part au leadership. Donc, ça se fait par la formation de différents groupes et sous-comités pour influencer l'initiative avec une certaine flexibilité, puis ce faisant, bien, de participer au processus de co-création, si on veut, de la Fermet. Donc, les différentes formes d'implication possibles, soit autonomes et aussi sous forme d'ateliers d'éducation populaire, c'est vu comme favorisant l'inclusion, l'empowerment et l'autonomisation. Donc, concrètement, ça se fait entre autres par la création d'un milieu de vie convivial qui favorise le partage, un sentiment d'appartenance, puis le renforcement de liens, par le développement d'outils d'éducation populaire avec une priorité pour les personnes en situation de vulnérabilité, puis aussi en favorisant une participation citoyenne et l'appropriation du projet, entre autres en valorisant la culture de do-it-yourself ou de faire soi-même, puis du low-tech. Puis, par le développement puis la reconnaissance, en fait, d'une diversité de savoirs et d'expertise en lien avec les différentes phases du système alimentaire. Et finalement, l'initiative favorise une alimentation puis un environnement sain dans la mesure où les espaces productifs, ils sont aussi considérés comme étant connectés à la biodiversité puis faisant partie d'un écosystème à travers une éthique de la terre puis la promotion de l'ancrage local. Donc, les notions d'interdépendance puis de relationnalité qui sont au cœur de l'approche que je mobilise, ça permet de considérer la relation à la terre puis aux autres vivants, dont les animaux, qui est aussi intégrée à la vision qui guide le projet.
Donc, en constituant un espace de reproduction sociale, la fermette, c'est aussi vu comme un moyen de s'éduquer collectivement pour reprendre conscience du lien finalement entre les différentes étapes du système alimentaire, tout en venant réconcilier des dimensions écologiques puis économiques. Donc, finalement, ma recherche, ça contribue entre autres à un croisement aussi entre les disciplines du design, de la géographie, puis des sciences de l'environnement, ce qui permet d'apporter un regard multidisciplinaire puis systémique sur les enjeux liés à la justice alimentaire en milieu urbain. Puis, j'ai ciblé en fait 2 questions ouvertes qui émergent à la fin de ma recherche, même si j'en ai une longue liste. Donc, d'abord, en considérant que ma recherche est exploratoire puis qu'elle a été vraiment menée en amont du projet, je me demande comment on pourrait évaluer l'impact de tel projet en incluant des indicateurs qui pourraient être autant quantitatifs comme liés à la production, mais aussi à la diversité, exemple l'équité, l'inclusion. Puis comment est-ce qu'on pourrait peut-être combiner des données qualitatives comme justement l'emploi du récit narratif. Puis aussi comment documenter le processus de création puis d'organisation de tels espaces, entre autres à travers l'approche des communs, mais comment ça pourrait contribuer à leur consolidation puis leur reconnaissance pour guider d'autres initiatives, puis élargir finalement la portée politique de la justice alimentaire. Donc, ça conclut ma présentation. Merci beaucoup. C'est très intéressant. J'avais déjà eu un avant-goût de cette présentation dans un autre contexte. C'est un projet, tout ce qui tourne autour du bâtiment 7 est vraiment fascinant. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions à Morgane concernant sa présentation? Oui, Joris. Oui, bonjour Morgane. Je connais déjà ton projet un peu, on s'est déjà vu. Mais je reviendrai un peu à la question, moi, qui m'amène à être un peu perdu dans mon projet de recherche. C'est comment pas favoriser la gentrification à travers ce genre de projet-là. Parce que c'est des projets qu'on veut inclusifs et finalement, dans la participation, c'est pas vraiment ça qui se passe. Donc, toi, est-ce que tu avais des pistes là-dessus? Ouais, c'est une bonne question. Puis je pense que la gentrification, c'est aussi un enjeu complexe de dire est-ce que gentrification verte, mais est-ce qu'on arrête de verdir? Est-ce qu'on arrête ces projets-là? Je pense que ce qui peut être intéressant de la fermette, comment je le vois, c'est que déjà le bâtiment 7, oui, à la base, c'est un projet qui émerge dans la communauté, mais il est aussi confronté à ces enjeux-là. Mais la fermette est portée par le bâtiment 7, mais aussi d'autres organisations qui sont déjà en contact, qui connaissent déjà, ils ont tous des missions un peu complémentaires, qui sont en contact justement avec les populations, exemple des HLM en face ou des populations plus marginalisées. Donc finalement, qui font déjà aussi des projets. Donc comment finalement la fermette peut juste venir renforcer cette offre existante-là. Par exemple, avant, les semis étaient faits dans un autre quartier parce qu'il n'y avait pas assez de place à Pointe-Saint-Charles. Donc, maintenant qu'il y a la serre de la fermette, ça permet d'inclure les populations locales avec lesquelles le club travaille, mettons, pour faire les semis directement sur place. Donc, ça permet finalement de tisser des liens comme ça. Je ne sais pas si c'est un élément de réponse. Oui. Puis c'est ça, c'est vraiment comment réussir à leur apprendre à pêcher plutôt que leur donner un poisson. Puis c'est ça. Puis, autre élément rapide, je pense qu'un gros enjeu, ça va être aussi de comment intégrer, oui, à participer sur la fermette, mais aussi dans les prises de décision dans la structure éventuellement. Donc, merci beaucoup pour les questions. Il y a peut-être aussi le milieu dans lequel tu as atterri, puis la densité. Pointe-Saint-Charles a quand même une longue historique de mobilisation populaire. Bon, merci beaucoup, Morgane. On va suivre, on va continuer nos présentations. Donc, ça serait maintenant Katia. Katia Scherer, donc la citoyenneté alimentaire, motivation, pratique et enjeux. Et merci encore, Morgane, c'est vraiment intéressant. Bonjour. Alors, je pense que... Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais on ne vous voit pas. Ok, alors... l'animateur a arrêté ma vidéo, donc... Ça serait le pouvoir est entre les mains de Marie-Audrey. Voilà. C'est bon. C'est fait. Bon. Super, c'est bon. Ok, donc je vais vous partager mon écran. Ce sera pas long.
Et je vais vous indiquer à 9 minutes qu'il vous reste 1 minute pour faciliter la gestion de la présentation. Ok, fait que là, je vais mettre PowerPoint. Ok, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de cet espace pour me permettre de faire cette présentation. Alors, moi, je m'appelle donc Katia Scherer. Je suis candidate à la maîtrise en 3e année en sciences de l'environnement. Et je fais mon projet sous la direction du professeur René Audet, qui est aussi titulaire de la chaire de recherche UQAM sur la transition écologique. Donc, pour ma présentation aujourd'hui, moi, je vais d'abord vous parler plus vite fait de comment est née ma recherche. Ensuite, je vais vous présenter donc, mon objet de recherche principal qui est donc la citoyenneté alimentaire et le cadre que j'utilise pour l'analyser. Et puis, je finirai par vous présenter un petit peu ma méthodologie et mes résultats préliminaires. Donc, pour le contexte de la recherche, moi, j'ai fait un baccalauréat en anthropologie et en géographie à Montréal et au Brésil. Et je me suis beaucoup impliquée tout au long de mon parcours dans des initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire, dans tout ce qui est permaculture, agroécologie et tout ça. Et j'ai été très choquée par les problèmes alimentaires, les injustices d'accès, tout ça. Donc, quand j'ai décidé de faire une maîtrise, je voulais vraiment m'impliquer dans essayer de comprendre comment on peut faire pour construire des systèmes alimentaires plus justes et plus soutenables. Je suis tombée sur les recherches du professeur René Audet, notamment sur l'axe système alimentaire qui, moi, m'intéressait. Et la question que initiale, qui a comme un peu parti mon projet, c'était, je voulais savoir, c'est quoi le rôle des citoyens dans les transformations sociales et écologiques actuelles. Donc, suite à mes recherches, je suis tombée sur le concept de citoyenneté alimentaire. Et la citoyenneté alimentaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une nouvelle forme d'engagement qui apparaît dans un contexte donc, de mondialisation et d'intensification des problématiques alimentaires comme donc, les plus connues, l'obésité, la malnutrition, le gaspillage alimentaire, la pollution des écosystèmes, etc. Et donc, on va dire que l'alimentation devient un nouvel espace pour s'attaquer aux inégalités et pour faire l'exercice de la citoyenneté. Citoyenneté qui, elle, est en évolution. On parle donc d'une baisse de la participation électorale et un désintérêt croissant pour les institutions publiques versus un développement des pratiques, par exemple, de consommation responsable. Donc, les auteurs parlent d'une évolution de la citoyenneté dans le champ de la consommation et dans le champ de l'alimentation. Donc, la définition qu'on retrouve dans la littérature pour la citoyenneté alimentaire, donc ça fait référence à un ensemble de pratiques alimentaires qui favorisent le développement de systèmes alimentaires plus démocratiques, économiquement et socialement justes et écologiquement soutenables. Donc, c'est dans les initiatives comme les marchés de quartier, l'agriculture urbaine, les coopératives de consommateurs, l'agriculture soutenue par la communauté, etc., qu'on retrouve donc des nouveaux liens, de nouvelles collaborations entre les acteurs des systèmes alimentaires et notamment les consommateurs ont un rôle plus actif au-delà de simplement s'approvisionner. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve donc le concept de citoyenneté alimentaire. Et donc c'est un concept extrêmement intéressant pour comprendre les nouvelles formes d'engagement, de participation et de responsabilisation des acteurs dans les réseaux alimentaires. Et donc, pour moi, pour ma recherche, c'est intéressant pour étudier les innovations et les transformations en cours dans le système alimentaire montréalais. Donc, le cadre d'analyse, donc cette forme d'engagement qui est la citoyenneté alimentaire, elle se décline en 3 domaines d'action. Donc, au niveau de l'individu, on va parler d'un engagement par la consommation. Donc, c'est acheter ou ne pas acheter un produit dépendamment de son incidence sociale et écologique. Au niveau collectif, on parle d'un engagement par l'organisation de la consommation, donc tout ce qui est participer dans la sensibilisation, éducation aux pratiques alimentaires, organiser des nouvelles initiatives et participer dans leur fonctionnement des initiatives à vocation sociale et écologique. Et pour le 3e aspect, c'est un engagement. Pour l'aspect institutionnel, on parle d'un engagement par la démocratisation, donc intervenir dans le cadre réglementaire relatif à l'alimentation pour permettre le domaine, on va dire, plus collectif d'organiser des systèmes alimentaires un peu plus justes et plus soutenables.
Donc forcément, ces 3 domaines d'action-là sont un ensemble de défis qui rendent difficile leur déploiement. Donc, il y a un autre outil que j'utilise moi dans ma recherche, c'est l'outil analytique des tensions structurantes, qui est un outil qui a été développé par les membres de la chaire sur une recherche qui visait à comprendre la démarche d'innovation des marchés de quartier à Montréal. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet de comprendre des pratiques ou des missions qui sont en opposition, mais c'est pour les dépasser que sont générés un ensemble d'innovations sociales. Donc, c'est des missions qui doivent fonctionner ensemble. Et donc, cet outil-là, moi, me permet d'aller chercher un peu les tensions à ces 3 domaines d'action-là que je vous ai présentés. Donc, mes objectifs de recherche, c'était d'identifier les motivations, les pratiques et les principes structurant l'engagement pour la citoyenneté alimentaire, et ce, en contexte montréalais. Donc pour la méthodologie, on a créé un partenariat de recherche entre la Fondation du Grand Montréal et le système alimentaire montréalais pour avoir le champ d'expertise de ces acteurs-là sur comment se déploie la citoyenneté alimentaire en contexte montréalais. Et sur ce, on a réalisé un plan de recrutement et j'ai réalisé 25 entretiens semi-dirigés avec 8 représentants d'organismes, 7 porteurs d'initiatives, 10 consommateurs responsables. Donc ces 3 catégories d'acteurs-là, c'était pour aller chercher les 3 domaines d'action de la citoyenneté alimentaire que je viens de vous présenter. Et puis, la particularité, c'est que on allait les chercher, ces acteurs-là, dans l'intégralité du système alimentaire montréalais, et pas que dans l'alternative comme on aurait pu croire au début. Selon les partenaires, la citoyenneté alimentaire se déploie autant dans le système alimentaire alternatif, donc tout ce qui est alimentation écologique, mais aussi le système alimentaire d'urgence, qui est tout ce qui est sécurité alimentaire, et également le système alimentaire conventionnel, qui est tout ce qui est grande distribution. Donc ça nous permettait d'aller voir aussi, comment s'intercalent, on va dire, ces 3 frontières du système alimentaire montréalais dans ma recherche. Donc à partir de là, moi j'ai fait des analyses de discours et là je vais vous présenter quelques résultats préliminaires. Donc par rapport moi ce qui m'intéressait d'aller voir c'est quoi les motivations. Les participants parlaient beaucoup d'agir en cohérence avec leurs valeurs personnelles. Il en suit une sorte d'accomplissement personnel et ou professionnel, dépendamment leurs actions. Et ces valeurs-là, elles tournent autour de tout ce qui est bien-être, santé, se faire du bien à soi, être en équilibre avec sa santé à soi, son équilibre personnel, mais aussi la santé des autres, de la collectivité, de l'environnement, d'où les valeurs de justice, d'égalité, de dignité, qui revenait beaucoup, le respect de l'environnement et des animaux. Et il y avait une emphase beaucoup dans le discours sur tout ce qui est c'est important de développer une alimentation locale et de créer des liens. Donc ça, c'était au niveau des motivations. Au niveau des pratiques, donc il y a je décortique entre 3, on va dire, sphères d'action. Soit les participants agissaient au niveau de la consommation, donc tout ce qui est consommation responsable, diminuer la viande, acheter local, 0 déchet, diminuer le gaspillage, réduire la consommation, tout ce qui est simplicité volontaire et autoproduction. Et puis les 2 autres sphères que j'appelle le travail ou la citoyenneté, la différence entre les deux, c'est que soit la personne agissait dans le cadre professionnel, donc elle était rémunérée pour ses actions, et puis en général c'est un peu plus structuré et organisé. Et dans le cadre de la citoyenneté, c'était à peu près les mêmes actions, sauf que c'est plus dans le cadre bénévole ou dans le cadre, développer des nouveaux projets, mais on n'est pas encore vraiment rémunéré. Ça, on fait à côté de ça de son travail, donc vraiment une certaine passion aussi pour la sphère d'action citoyenneté. Et là, les actions qui étaient entreprises, donc c'était beaucoup sensibiliser les citoyens pour qu'ils soient autonomes et qu'ils fassent des choix, en tout cas diriger des choix, on va dire. Créer des réseaux alimentaires alternatifs, donc beaucoup de travail, tout ce qui est dans la collaboration entre plusieurs initiatives, innover, etc. Et la 3e sphère d'action, c'était faire évoluer les réglementations, un travail au niveau de, c'est ça, faire évoluer le discours sur la saine alimentation, créer des épiceries plus écologiques,
et développer une agriculture paysanne et une agriculture urbaine. Pour les tensions structurantes, donc il y en avait pas mal et pour l'instant je suis encore en train d'analyser mes résultats, mais là je vais vous présenter vite fait les trois, par rapport aux trois domaines d'action, celles qui revenaient le plus souvent. Donc au niveau individuel, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je pense que je vais finir cette diapo. Reste 7 secondes. Ok. Pour le niveau individuel, les gens parlaient de défi d'accéder à la consommation responsable et à la saine alimentation en général. Donc les enjeux, c'était un défi d'information, de disponibilité de l'offre alimentaire, des capacités financières et du mode de vie, d'avoir du temps ou pas. Au niveau collectif, la difficulté, c'était de s'engager au-delà de la consommation. Donc il faut avoir du temps. Il y a aussi il y avait la tension entre s'impliquer, la mobilisation, mais le bien-être personnel, donc pas se brûler, entre parenthèses, dans cet engagement. Et puis l'aspect de réglementation, parce que même quand il y a des citoyens qui mettaient en place des projets, mais par rapport aux réglementations de la ville, etc., il y avait beaucoup de bâtons dans les roues. Et finalement, le dernier, l'aspect institutionnel. Donc en ce moment, il y a un développement de l'offre et de la demande responsable. Donc les participants se questionnaient beaucoup sur c'est quoi la valeur les véritables valeurs de ce nouveau commerce. Est-ce que c'est vraiment écologique et social ou est-ce que c'est un mouvement, on va dire, capitalisme vert? Il y avait un peu ces questions-là. Et puis aussi l'aspect d'encourager l'engagement par la consommation. Est-ce que c'est une forme de responsabilisation finalement du consommateur? Donc ça, c'est pour l'aspect institutionnel. C'est très préliminaire, donc en ce moment, je suis en train de peaufiner tout ça et pour avoir des résultats un peu mieux pour la prochaine fois. Merci beaucoup. C'est ici que ça se finit. Merci beaucoup, Katia. Très intéressant. Très lié aussi avec ce qu'on a vu ce matin et ce qu'on vient de voir il y a quelques minutes. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions pour Katia? Il n'y en a pas. Moi, je me permets quand même une petite observation que la question encore là des inégalités, de la gentrification, de la possible gentrification, puis c'est toujours un enjeu, mais je vois que c'est dans les dimensions analysées, donc ça fait partie des aspects intéressants. S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner, mais merci beaucoup encore une fois. Extrêmement intéressant. Jarvis, oui, rapidement. Jarvis avait une question. Oui, Oui. finalement, c'était vraiment un détail. Merci pour ta présentation, c'était intéressant. Mais ça serait sur l'image du tape-cul que tu utilises au début, la balance. Puis, si le lien de causalité entre obésité, tu sais, c'est que le tape-cul pourrait signifier un lien de causalité entre les deux. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un lien de causalité ou c'est juste deux problèmes différents que tu as voulu opposer? En fait, c'est une photo que j'ai trouvée en tapant insécurité alimentaire sur Internet. Et non, pardon, c'était insécurité alimentaire. En gros, c'est ce que pour moi, ça symbolise on appelle comme comment ça s'appelle? C'est une énorme problématique qui existe aujourd'hui où il y a des personnes qui sont malnutries mais obèses et qui ont énormément de problèmes nutritionnels, de santé, et autant des personnes qui n'ont pas accès à la nourriture et donc qui sont extrêmement faibles et aussi des problèmes de santé liés à ça. Et ça, c'est un peu en fait, c'est un peu la grosse critique du système alimentaire industriel et de la surabondance aujourd'hui qu'on a, surabondance entre parenthèses. Donc, c'est un peu montré, mais ce système alimentaire industriel conventionnel qu'on utilise, il marche pas en fait. Il y a des dysfonctionnements extrêmement graves. Donc, pour moi, c'est un peu ça, cette image. Ouais. Moi, c'était juste l'idée que le tape-cul peut représenter comme une causalité et qu'il n'y a peut-être pas de causalité entre ces deux. Il y a un système global qui favorise ces deux problématiques paradoxales, mais l'obésité ne va pas causer la malnutrition en Afrique. Ah non, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va enchaîner avec Gabriel. Bonjour, Gabriel. Et là, donc, on change d'univers un peu. On quitte l'alimentation et on se dirige vers l'énergie. Les prochaines présentations vont concerner les enjeux énergétiques. Donc, on continue les présentations. Gabriel, je te laisse prendre la place. Oui, allô, je suis là. Et voilà. Ça fonctionne? Oui, très visible.
Super. Ben, merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup à l'organisation. Je suis bien contente d'être là pour vous présenter mes premiers résultats. En fait, là, je suis encore à mes débuts à ce niveau-là. Donc, mon projet, comme Eric l'a dit, on arrive dans l'univers du... Pardon, j'essaie juste de tasser. Voilà. Dans l'univers de l'énergie. Je m'intéresse en fait à un projet minier qui est un projet de lithium OT. Donc, mon projet s'appelle Les perspectives critiques au sein d'un conflit socio-écologique dans un contexte de transition énergétique, le cas du projet OT, comme je l'ai mentionné. Et ma recherche est dirigée par la professeure Isabelle Orellana. Super, donc je vais passer rapidement les éléments clés de ma problématique, vous présenter un peu le cas du projet OT justement, l'objectif général de ma recherche et les principaux éléments théoriques avant de commencer à vous présenter mes résultats et mes réflexions préliminaires. Donc, mon projet de recherche est ancré au Québec, où l'économie est propulsée demeure propulsée en fait par l'extraction et l'exportation de ressources naturelles. Dans mon cas, c'est particulièrement les ressources minières qui m'intéressent, qui est une activité dominante dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. En Abitibi, comme partout ailleurs au Québec, l'exploitation des ressources minières est très accessible, pour ne pas dire privilégiée, par le principe du free mining. En fait, c'est un héritage colonial européen qui permet à n'importe qui d'acquérir librement des droits de propriété sur les ressources minérales. Combiné à la géologie riche et diversifiée de l'Abitibi, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le paradis minier. Toutefois, toutes les activités minières sont, comme la majorité en fait des projets d'extraction, ont des impacts environnementaux considérables. Or, on assiste au Québec à une multiplication de mouvements environnementaux et de luttes socio-écologiques. On pense particulièrement à la lutte contre les gaz et le pétrole de schiste, il y a à peu près 10-15 ans, où est-ce que les mouvements sociaux se sont multipliés, de plus en plus organisés, solidaires et intersectionnels. La lutte contre le méga projet GNL et gazoduc en est un exemple très percutant en ce moment-là. Donc, cette multiplication le mouvement de résistance, elle peut être constatée pour la première fois en Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit du projet OT qui prévoit, comme j'ai dit, l'extraction du lithium. En quelques mots, c'est un projet qui est situé à quelques mètres d'un ce qu'on appelle un estuaire, donc c'est une source d'eau importante dans la région. C'est une formation géologique qui est particulière, qui permet de filtrer l'eau naturellement pour en assurer une qualité exceptionnelle. Et justement, le projet minier, comme vous voyez sur la carte, en fait, en bleu, c'est l'escarre comme tel, et les points en rose, ce sont les installations qui sont prévues. Donc, la mine n'est pas encore en activité. Puis, si vous voyez en espèce de brun orangé, ce qu'on appelle des claims miniers. Donc, c'est justement ces titres de propriété-là qu'on peut acheter librement à partir de n'importe où. Puis, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ils descendent sous l'escarre. Donc, c'est un peu le danger pour l'escarre et le potentiel d'impact. C'est un peu le point de départ de la mobilisation. Alors, autre que le fait que ce soit la première fois qu'un projet soit contesté comme ça en Abitibi, ce conflit socio-écologique est intéressant à cause du rôle associé au lithium dans la transition énergétique québécoise. Et on pense ici à la fabrication des batteries électriques. Donc, ce que j'essaie de faire avec ma recherche, en fait, c'est d'étudier une situation de conflit socio-écologique qui est associée à un nouveau type d'extractivisme en contexte de croissance verte, dans le cas spécifique du projet aussi d'exploitation de lithium au Québec. Les principaux éléments théoriques que je vais mobiliser, en fait, autour duquel je construis mon cadre théorique, c'est l'extractivisme, justement, ce modèle-là d'accumulation basé sur l'extraction et l'exportation sans beaucoup de valeur ajoutée, les conflits socio-écologiques, le concept de la croissance verte et bien sûr la transition énergétique au Québec. Ma méthodologie, c'est une étude de cas, comme je l'ai mentionné, et c'est aussi une recherche de type qualitative interprétative, mais également engagée. Donc, ça veut dire que dans mon étude du conflit, je m'intéresse au discours critique face au projet, à la résistance scientifique et pas nécessairement à tous les points de vue qui sont représentés au sein de ce conflit-là. Donc, je passerai à l'analyse de mes premiers résultats. Donc, comme Katia, je suis encore à mes débuts, je n'ai pas encore tous mes résultats. Et la première chose que j'ai cherché à comprendre, en fait, c'est la perception des acteurs
sont engagés dans la résistance quant aux enjeux et aux impacts du projet. Les premiers impacts que j'ai, en fait, il y en a 3 que j'ai divisés, hein, les impacts environnementaux, socio-économiques et culturels. Au niveau environnemental, bon, le premier impact qui semble ressortir en ce moment, c'est vraiment l'impact, le danger sur l'Escar, justement, sur cette source d'eau potable qui est importante dans la région. C'est ça. Ouais, c'est ça. L'entreposage minier, c'est ça qui est le premier élément d'impact perçu par les acteurs pour le moment. Au niveau socio-économique, on remarque une multiplication de projets de lithium qui ont une faible, qui semblent avoir en tout cas une faible viabilité économique en Abitibi. Il y en a, en fait, ils vont pas très bien. Il y a 6 projets qui sont proposés et le plus avancé est en arrêt d'opération par manque de fonds. Il frôle la faillite à intermittence, là. Donc, il y a comme une question de logique à savoir est-ce que on veut développer 6 projets qui vont faire compétition l'un à l'autre et qui tombent en faillite à alternance, ou est-ce qu'on en choisit plutôt un à privilégier, puis celui qu'on privilégie, est-ce qu'on le met à côté d'un escar dans un milieu sensible, ou est-ce qu'on met où est-ce qu'il y a déjà des installations? Fait que c'est un peu l'impact, c'est un peu ce qui est en train de ressortir comme discours pour le moment. Puis au niveau de l'enjeu culturel, c'est que l'escar et l'eau, comme j'ai dit, c'est vraiment une source de fierté, c'est un symbole d'attachement au territoire pour les populations de Amos et aussi de l'Abitibi. Et les personnes qui s'en inquiètent et qui posent des questions, mais ils ont de la difficulté à avoir la réponse ou ils n'ont tout simplement pas de réponse de la part du promoteur sur les risques et les dangers qui sont associés. Donc, ça les inquiète particulièrement au niveau de ce qui va arriver avec justement leur escar. Ensuite, le deuxième objectif sur lequel je me penche, c'est de savoir comment se représente, ce qui inquiète et ce que revendiquent les acteurs de la résistance. Je fais ça au niveau du conflit comme tel, donc le conflit socio-écologique, mais aussi relativement aux technologies qui sont associées au lithium et au concept de territoire. Dans un premier temps, donc relatif au conflit socio-écologique, ce qui ressort particulièrement, et là, je ne nomme pas tout ce qui est écrit dans mon tableau, j'aurais peut-être dû le dire à la diapo d'avant, je ressors à peu près un élément dans la case pour pas prendre trop de temps, justement. Mais au niveau du conflit, en fait, l'élément le plus inquiétant, c'est la difficulté d'avoir accès à de l'information. Les personnes, on dirait que plus ils posent des questions, plus ils se heurtent à une espèce d'opacité de l'entreprise qui semble éviter à tout prix de répondre à leurs questions, semble être réticent à faire des assemblées citoyennes où est-ce que tout le monde peut bénéficier des réponses et plutôt faire des réponses en individuel. Puis un exemple, c'est que les personnes qui se posent des questions ont formé des comités et ont demandé pendant à peu près 1 an et demi d'avoir l'obtention d'un BAP, qui sont les audiences publiques pour l'environnement. Et l'entreprise a pratiquement tout fait pour éviter ces audiences-là. Ça a pris une mise en demeure de la part des citoyens parce qu'en fait, ils étaient obligés, selon la loi, puis en tout cas, ça fait toute une situation, mais c'est un peu cette résistance-là qui amène les personnes à se poser des questions, à savoir, ben mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils cachent, tu sais? Ensuite, au niveau des technologies, ouais, quant à la question des batteries électriques et lithium, finalement, elle est plutôt éclipsée dans ce conflit-ci. Quand on parle des enjeux, puis quand les acteurs parlent de la réalité qu'ils vivent, finalement, c'est plutôt un projet minier avec des impacts et des incertitudes que n'importe quel autre projet minier pourrait avoir. Le lithium est plus vu comme un espèce de boom passager, comme une opportunité économique du moment. Puis finalement, par rapport à la représentation du territoire, c'est vraiment en train de ressortir comme un lieu qui est associé à un ressourcement, à une tranquillité, mais aussi à un lieu qui s'apprécie par sa compréhension, que ce soit par des connaissances formelles ou des savoirs traditionnels. Donc, sans avoir nécessairement tout terminé mes analyses et mes résultats, il y a déjà des réflexions qui sont en train de ressortir que je voulais quand même partager avec vous là, pour conclure ma présentation. D'abord, c'est l'aspect de rapport au projet extractif qui semble être en train d'évoluer. On n'est plus nécessairement dans un type de développement où est-ce qu'on essaie de baliser les impacts, mais plutôt en train de se poser la question de leur raison d'être, de leur réelle nécessité. Ensuite, j'observe aussi
j'observe aussi une construction à la relation au territoire qui est différente. Est-ce que je suis en train de dépasser mon temps? Oui, c'est terminé? Oui, les 10 minutes sont terminées, si tu veux. Juste conclure, Gabriel, si tu peux conclure là-dessus, c'est assez... Ben oui, ben en fond, j'allais nommer les éléments qui sont au tableau, là, mais en gros, pour terminer avec le dernier résultat, c'est que c'est ça, l'emballement du lithium qui semble être une filière vraiment mise de l'avant. Finalement, les acteurs demeurent vraiment sceptiques. Puis la question, ça semble plutôt être une continuité dans un modèle de développement extractiviste. Alors, la question de est-ce que le lithium est vraiment une alternative, surtout quelle sorte d'alternative est-ce qu'on préconise dans une situation d'urgence climatique? C'est ça qu'on voudrait se poser. Merci et désolé pour le temps. Non, c'est correct. Merci beaucoup pour ta présentation. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tu révèles un rapport différent au territoire par rapport aux stéréotypes qu'on a des Abitibiens, qui est vraiment le territoire, c'est un gruyère qu'on doit continuer à perforer. Marc, Frédéric et Jérémy après. Je vais prendre les deux questions l'une à la suite de l'autre, puis Gabriel, tu vas pouvoir ficeler une réponse à partir des deux questions. Donc, Marc, Frédéric en premier, puis Jérémy après. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Il y avait une chose qui m'interpellait dans les résultats, j'essaie de noter, donc les résultats premier type, c'était dans les enjeux environnementaux, aussi culturels. Je me demande pourquoi la qualité de l'eau n'est pas sortie explicitement dans les enjeux. Je comprends que c'est en filigrane, il y a la question du stockage des résidus miniers, aussi la fierté culturelle autour de l'eau en Abitibi. Mais je suis curieux pourquoi le fait que la qualité de l'eau elle-même n'est pas sortie dans les résultats préliminaires. Super. Donc, Jérémy? Oui, ben, je me demandais juste, parce que tu l'as vraiment mentionné spécifiquement, mais tu sais, je comprends que c'est un projet que tu es engagé, tu sais, idéologiquement, on peut dire. Puis je me demandais pourquoi évacuer des points de vue. Genre, je comprends que tu en as un, puis que tu veux mettre de l'avant certains points de vue, par exemple par rapport au conflit, mais je pense que ce serait quand même pertinent d'aller voir tous les points de vue, je ne sais pas. Là. Puis je me demandais aussi, est-ce que vous êtes en contact avec, par exemple, les communautés autochtones sur le territoire pour justement avoir leur perspective à elles sur ces projets-là qui se multiplient à vue d'œil, puis comme tu dis, qui sont peut-être pas tout à fait pertinents dans notre situation actuelle? Merci beaucoup, Jérémy. Donc, deux questions à une. Deux questions en une. OK. Par rapport à la question de l'eau, ils sont assez évasifs. Puis c'est parce que l'ESCAR, c'est quand même une formation géologique qui est particulière. Puis là, je ne suis pas géologue, je ne pourrais pas vraiment le décrire comme il faut, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plus qu'une source d'eau. C'est un espèce de sentiment d'appartenance. Ils ont gagné un concours mondial sur la meilleure qualité de l'eau en 2001. Puis ils sont très attachés, ils en parlent vraiment beaucoup. Puis dans les impacts miniers, dans les impacts du projet, c'est plus des questions de dynamitage, de poussière, de transport qui sont ressorties. Puis l'eau était comme traitée comme une source d'eau souterraine, mais ce que les Abitibiens veulent savoir, puis les Amoskois veulent savoir, c'est spécifiquement leur escar et cette formation-là. Puis ces réponses-là, ils sont comme pas capables de les fournir. Au niveau de l'engagement citoyen, c'est vraiment une bonne question, merci. J'aurais aimé développer un peu plus, mais je suis pas très bonne dans le temps, fait que j'ai sauvé cette partie-là, mais je suis contente de pouvoir y revenir. C'est un choix méthodologique, puis à la base, c'est pas nécessairement pour mes idéologies, mais c'est plus une constatation de l'asymétrie des points de vue quand on étudie ce genre de questions-là. Il y a comme une domination au niveau une saturation, en fait, au niveau de la prise de parole dans les plateformes publiques, dans les ressources qu'on a attribuées derrière chacun des discours. Puis le discours des élus municipaux, puis le discours des promoteurs, il est disponible dans les conférences de presse, dans toutes sortes de rapports. Il est super accessible. Puis, alors qu'il y a comme, on occulte finalement tout le discours de résistance qu'on voit comme étant des réactionnaires ou des granos, toutes sortes de stéréotypes. Fait que, c'est tout. Au début, j'avais l'intention d'étudier tous les points de vue. Puis quand je me suis engagée, j'ai réalisé que il y avait comme cette asymétrie-là. Puis c'était un peu une volonté de rétablir d'une certaine mesure la balance là, au poids que mon mémoire puisse avoir.
Puis finalement, par rapport aux communautés autochtones, c'est une question un peu épineuse parce que les conseils de bande sont vraiment pas achalés, là, mais ils sont, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, ils sont sollicités beaucoup par les entreprises parce qu'avoir l'aval d'une communauté autochtone, c'est un gros pas dans l'acceptation d'un projet, justement. Fait qu'il y a comme souvent les conseils de bande ne sont pas nécessairement représentatifs de ce qui se passe à l'intérieur des communautés. Et y avoir accès et poser ces questions-là, t'as pas beaucoup de retours. J'ai essayé d'aller parler avec des conseils de bande, mais j'ai pas eu de retour. Par contre, il y a des personnes autochtones qui sont pas nécessairement qui s'identifient pas comme ils prennent pas la parole au nom de leur nation, leur communauté, mais juste en tant que personnes mobilisées qui ont un bagage différent. Puis ces personnes-là, oui, ils font partie de mes répondants, mais pas nécessairement au nom d'une communauté autochtone. Voilà. Merci beaucoup, Gabrielle. Merci pour tes réponses aux questions. Je pense que ça peut peut-être éclairer un peu les personnes qui ont posé ces questions-là, puis un peu pour tout le monde là. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Je vais enchaîner. Donc, je sais que c'est court et on aimerait d'entendre plus, mais bon. Donc, on continue avec maintenant Fabienne Rioux-Gobeil et on continue donc sur ces questions de transition énergétique et ses caractères contradictoires. Oui, bonjour. Là, je ne peux pas partager. Ah, ça va être sûrement réglé assez rapidement. C'est pas grave. Ah. Donc, à 9 minutes, je vous envoie un petit texte, un petit mot dans le chat pour vous dire qu'il vous reste 1 minute. Okay. Vous voyez ma présentation? Oui. Parfait. Donc, mon Dieu, pas long. Bon, mon ordi bug. On voit un écran noir, malheureusement. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de... Mon ordi il est gelé, ça va bien. Vous pouvez peut-être essayer d'arrêter le partage ou moi, je peux peut-être forcer l'arrêt du partage. Oui, oui. Oui. Je ne vais juste pas partager mon écran. Bon, voilà. OK. Bon. Tenté, mais ça n'a pas voulu. Voyons, je ne sais pas quoi faire. Il est vraiment gelé. J'essaie une autre fois. Est-ce que je peux prendre le dessus. Repartir? Oui, là, vous devriez être capable. Là, je viens de reprendre le dessus. Non. Bon. OK, on va devoir, c'est parce que c'est la dernière présentation avant le lunch. Donc là, je me demande si peut-être juste essayer de peut-être faire... Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais proposer. Justement, Marie-Audrey vient m'écrire en disant on pourrait vous garder pour le début de l'après-midi, comme ça vous donnerait le temps de redémarrer, de déconnecter. Ah, là, vous êtes déconnecté. Essayez une dernière fois. On va juste voir si ça peut fonctionner parce que vous êtes déconnecté. Bon. OK. Oui. Des fois, quand on lui demande trop d'affaires en même temps, l'ordi, le plein écran et le partage d'écran, il fait la grève. Voilà. Là, vous voyez? Là, on voit du noir. On va cliquer des fois pour passer en mode plein écran. Voilà, oui, on l'a. Donc là, il faut que vous allumiez votre... puis on retourne au début, puis allumer la... OK, là, ça fonctionne. Partir la présentation, à partir du début, j'imagine. Là, c'est bon, vous l'avez un peu en plein milieu de votre présentation. Mais si vous voulez commencer là, c'est correct. Ah. C'est votre choix. OK, bon. Donc, désolée pour ça. Ça a vraiment complètement gelé.
Donc, ma présentation, mon projet de recherche porte sur la dynamique d'échelle de la transition énergétique. Et c'est une étude de cas sur la transition énergétique en France. Donc, je vais commencer vraiment rapidement avec un résumé du cadre institutionnel dédié à la transition en France. Donc, vous avez en haut ici la stratégie nationale bas carbone qui a été créée suite à l'accord de Paris de 2015. Donc, vous avez un peu les grandes lignes des objectifs nationaux. Et puis, on pourrait dire que cette stratégie est encadrée selon une approche multi-échelle, donc à l'échelon international, national avec la loi de transition énergétique pour une croissance verte, régionale avec le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, aussi appelé le SRADET, qui donne un peu les grandes lignes et les objectifs régionaux pour l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial à l'échelle intercommunale, donc qui est en fait un regroupement de communes en France ou un regroupement de villes. Et suite à la loi, il y a aussi eu une nouvelle organisation territoriale, donc qui s'ancre dans la série de réformes de décentralisation. Il y a eu une fusion des régions, en fait. L'objectif était de renforcer un peu le poids des régions à l'échelle européenne et de leur donner le rôle de chef de file de la transition énergétique. Puis, concrètement, donc pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mise beaucoup depuis les dernières années sur la filière méthanisation, comme vous pouvez voir sur la carte ici. Donc, le processus, c'est une fermentation anaérobique qui produit de l'énergie, donc du biogaz, mais aussi une matière solide, donc qui peut retourner au sol pour l'agriculture. Donc, c'est souvent des productions qui sont décentralisées, c'est-à-dire que la ressource peut être exploitée à divers endroits et consommée surtout au même endroit que la production. Donc, c'est souvent le cas en France. La majorité des productions sont à la ferme, donc ça va être des agriculteurs individuellement ou sous forme de coopératives qui vont fournir les intrants et produire de l'énergie pour leur propre ferme. Ce qui fait aussi que ces unités s'insèrent souvent dans des milieux habités. Donc, il y a beaucoup de controverses qui entourent la filière sur la transformation du territoire, mais aussi sur des enjeux environnementaux et sur la gouvernance de la filière. Donc, à la lumière de tout ça, j'ai voulu me pencher un peu plus sur les théories qui expliquaient la multiplication des échelles de gouvernance, comme j'ai expliqué, et l'impact de ça sur les politiques publiques. Donc, je me suis penchée sur le concept de gouvernance multiniveau ici pour comprendre un peu quel impact ça peut avoir sur le champ de compétences, le champ d'influence des échelons et le rapport entre ces derniers. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai voulu comprendre le processus de décentralisation de la production d'énergie renouvelable décentralisée. Puisque j'avais observé qu'il y avait donc beaucoup de controverses qui entouraient la filière, je me suis penchée sur les enjeux d'acceptabilité sociale, que j'ai encore dans une approche multiniveau pour avoir un fil conducteur. J'ai décliné en dynamique territoriale, processus décisionnel et au niveau plus individuel, micro, les représentations sociales des parties prenantes. Donc, comme vous l'aurez peut-être déjà compris, j'ai décliné mon étude en deux grands volets. Donc, un volet pour plus la gouvernance, donc comment la loi de transition énergétique et les réformes de décentralisation vont impacter la gouvernance de la transition énergétique en France. Puis, dans un deuxième temps, sur l'implantation des unités de méthanisation décentralisées et l'impact que ça peut avoir sur tous les enjeux d'acceptabilité sociale de la filière. Tout ça dans l'objectif d'éclairer le rapport entre la dynamique d'échelle et la trajectoire de la transition énergétique. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, j'ai fait des entretiens semi-dirigés pour le premier volet auprès des directions des paliers régionales et intercommunales pour voir vraiment la complémentarité entre l'élaboration des documents que j'ai mentionnés précédemment, donc les SRADET et le plan climat,
Puis pour le deuxième volet, j'ai fait des entretiens auprès de l'ensemble des acteurs clés que j'ai identifiés pour la filière méthanisation, donc à toutes les échelles ici, comme vous pouvez voir, pour vraiment créer une espèce de micro-réseau des acteurs avec les acteurs d'associations de citoyens, les promoteurs et les acteurs institutionnels. Donc, pour ce qui est de mes résultats, je vais les présenter selon ces 3 grands groupes et je vais aller très vite. Je vais passer des points aussi comme Gabriel un peu, sinon je n'aurai pas le temps. Donc, pour ce qui est des impacts relatifs aux modifications du périmètre d'intervention avec la filière, avec la fusion des régions, il y a eu d'abord les distances entre les acteurs qui ont augmenté, entre les agents de transition énergétique, donc une charge de travail supplémentaire pour eux. Ils ont dû aussi adapter les documents institutionnels au nouveau territoire, ce qui est un travail qui alourdit chaque étape, ce qui est encore à développer au fur et à mesure qu'ils abordent de nouvelles thématiques. Il y a aussi eu une généralisation des spécificités des territoires. Donc, on retrouve dans les SRADET des objectifs qui sont vraiment représentatifs des grandes agglomérations urbaines surtout. Donc, pour les leviers, c'est vraiment plus d'essayer de diffuser les connaissances des territoires infra aux régions pour qu'ils puissent articuler les potentiels énergétiques à une échelle régionale. Et pour ce qui est de l'implantation de la filière, on observe déjà des enjeux quant à la concentration des unités sur le territoire, qui fait qu'il y a de la concurrence entre les exploitants pour s'approvisionner en intrants. Il y en a aussi qui prennent des aliments destinés à l'alimentation pour directement alimenter le méthaniseur. Donc, il y a une problématique un peu de transformation de territoire à vocation agricole en territoire à vocation strictement énergétique. Donc, des enjeux de sécurité alimentaire. Mais ça peut devenir positif lorsque c'est bien fait et c'est fait vraiment en prenant compte de ces enjeux environnementaux et alimentaire, et ça peut devenir, dans le fond, une activité complémentaire pour l'agriculteur, une source de revenus supplémentaires pour lui. Une façon de disposer de ses déchets agricoles aussi. Pour ce qui est du champ de compétences, il y a des enjeux qui ont été abordés par beaucoup de répondants sur l'asymétrie entre le transfert de compétences budgétaires et administratives. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment les moyens financiers pour mettre en place des actions concrètes sur le terrain. Il y a le transfert de compétences à des acteurs, des compétences énergétiques à des acteurs privés ou externes, qui a fait en sorte à certains endroits que la population est vraiment détachée de toute la question énergétique, puis de transition énergétique aussi. Pour ce qui est des leviers pour le cadre institutionnel, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour certains, la région et l'intercommunalité peuvent mutuellement se tirer vers le haut avec les documents de SRADET et de plan climat en fixant des objectifs élevés ou en allant au-delà de ces objectifs. Et puis, pour la filière, on observe un manque d'encadrement de la part de l'État, donc de formation, de suivi, de contrôle, et un manque de transparence aussi de la part des porteurs de projets. Je vais passer tout de suite à l'autre. Et puis, pour le jeu d'acteurs, donc les relations entre les acteurs, les réseaux, l'élargissement du territoire, évidemment, a fait en sorte que les agents de transition ont dû créer des nouveaux réseaux d'acteurs. Pour certains, ça a été un frein parce que ça a été très compliqué dans une thématique aussi multidisciplinaire et transversale que la transition énergétique. Pour d'autres, ça a été un point très positif et l'occasion d'inclure les points les plus forts des régions avec lesquelles ils ont fusionné. Pour ce qui est de la filière, le contexte socioculturel a été abordé par plusieurs comme lorsqu'il est défavorable comme un frein majeur. Par exemple, lorsque les relations entre l'exploitant et la population ou les élus locaux ne sont pas bonnes, ça va être plus difficile d'implanter un projet pour lui. Et puis, ça peut être l'occasion, au contraire, de développer des techniques de communication de proximité, donc du porte-à-porte ou des portes ouvertes, par exemple, et d'entretenir aussi des relations avec les riverains, même après la mise en service. Donc, d'aller un peu prendre le pouls de comment la population, de ce qui les dérange ou ce qui les dérange moins que ce qu'ils auraient pensé.
Voilà, donc je vais conclure sur ça dans un contexte de multiplication des échelles de gouvernance et de décentralisation des technologies. J'ai observé que la participation publique revenait vraiment souvent dans mes résultats et aussi dans ma revue de littérature et m'est apparu comme un outil qui pourrait être très intéressant pour pallier un peu les principaux enjeux observés, donc de coordination entre les échelons, de distance entre les élus et la société civile. Ça pourrait aussi faire tomber les préjugés envers les groupes adverses et voilà, permettre d'imaginer de nouvelles normes dans les lieux de participation qui pourraient devenir plus formelles et transformer un peu les pratiques dans l'implantation d'une filière ou dans l'élaboration de politiques publiques. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Est-ce que... Oui, ma connexion est instable. Désolé, c'est l'Internet de campagne. Donc, ça se peut que ça lag un peu. Je suis désolé pour ça. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à Fabienne? Donc, je pense que c'est la proximité de l'heure du midi aussi qui fait qu'on a une certaine fatigue. C'est un peu normal. Bon, ben, je pense qu'à moins que... En tout cas, je vais parler un peu. Puis s'il y a quelqu'un qui change d'idée, n'hésitez pas à lever la main. Là, je suis à l'affût.